Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live, donc le deuxième jour du concours BCE. Nous allons attaquer dans un premier temps avec l'analyse de la Géopo ESSEC. Nous allons être accompagnés d'Alain Nonjon. Nous allons ensuite analyser l'ESH ESSEC HEC, un sujet assez dur qui est tombé cette année à la marge du programme. Nous allons l'analyser avec Thierry Goffinet et Léo Bedinck. Et enfin, les maths approfondies appliquées EM Lyon ainsi que les maths ESCP avec Olivier Sarfati. Donc dans un instant, nous allons accueillir Alain Nonjon. Salut Alain, tu apparais à l'écran, tout fonctionne très bien. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter Alain en quelques mots pour les étudiants de prépa? En quelques minutes, je suis un vieux routier de la prépa. Je suis ex-fondateur et enseignant à d'abord IPSU, puis ensuite Intégral, que j'ai fondé avec Jean-Louis Roch. Et puis, je suis dans la géopolitique, je trempe dans la marmite de la géopolitique depuis j'ose au moins. Et Génial. donc, je fais encore des sujets de concours, je corrige encore des copies et je suis très heureux d'intervenir auprès de Mister Prépa parce que j'ai eu un premier contact très efficace, très chaleureux et je pense qu'il y a une défense de la filière et une défense aussi de la promotion de la filière. Exactement. Voilà. Donc, rien de plus à dire puisque le temps nous est parti et court. Eh ben, parfait, ben, merci beaucoup Alain et on va justement attaquer avec donc le sujet ESSEC qui est tombé aujourd'hui. Donc pour rappel, le sujet de GeoPo ESSEC est utilisé par l'ESSEC et par l'EDEC. Donc si vous visez l'une de ces deux écoles-là, il faut absolument, je dirais, pouvoir maîtriser le sujet. Donc un sujet globalisation et multiplication des frontières depuis les années 90, un paradoxe. À première vue, Alain, quand tu as vu ce sujet-là, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Est-ce que ça t'a interpellé? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'a Alors évoqué? d'abord, je me suis dit que c'était un sujet classique, dans la mesure où, j'ose à peine le dire, je l'avais posé à Écricom autour de 2019, avec Mhm. un sujet qui s'intitulait La fin des frontières, une utopie, point d'interrogation. C'est un sujet qui est tombé à l'ESCP en 2022, retour des frontières, point d'interrogation. Et donc, le problème des frontières est vraiment central en géopolitique. C'est la limite où s'exerce le pouvoir et où se définissent les souverainetés. Donc, c'est un sujet hyper classique. Simplement, deux problèmes. Comme chaque fois qu'on a posé les frontières, il y a un point d'interrogation. Que ce soit retour des frontières, que ce soit... Et là, il y avait le mot paradoxe, point d'interrogation. Ce qui complexifie énormément le sujet, puisque le paradoxe, c'est donc mettre deux notions côte à côte et dire qu'a priori ce sont, au sens étymologique du terme, des choses hors du commun, des bizarreries. Et le point d'interrogation conduisait à s'interroger, est-ce que c'est vraiment une bizarrerie que d'associer globalisation et fin des frontières? Et ça, c'est un aspect qui est assez original, parce que normalement, il est très simple de déballer sur globalisation et fin des frontières, plus difficile de poser des questions. Est-ce que la globalisation est responsable ou non du maintien des frontières, éventuellement, ou de la fin des frontières? Donc c'est un sujet qui avait une certaine originalité, même s'il était classique. Et la réaction que j'ai eue, c'est que les élèves devaient avoir beaucoup de matériaux, Ok. plus personnels que de matériaux donnés par les documents, parce que par les documents, on n'avait qu'une seule vision des frontières, c'est la vision purement identité nationale, État créé, puisque en gros, tous les documents portaient sur la création d'États depuis 1945. Ok. Voilà, donc globalement, euh, on peut faire même une autre approche, dire qu'on n'est pas très loin non plus de la démondialisation qui avait interpellé les candidats à Écricom, là, cette année. Est-ce que la démondialisation est encore à l'ordre du jour? On tourne autour de tous ces problèmes sur démondialisation, fin des frontières. Donc il y a une sorte, comme dirait Michel Fouché, grand spécialiste des frontières, il y a une obsession des frontières de la part des jurys.
Eh ben, hyper intéressant. Et t'en fais partie, justement. Donc, hyper intéressant. Et justement, ce sujet de l'ESSEC est accompagné de documents. Est-ce que, Alain, tu peux avec nous commenter document par document les objets qui étaient fournis aujourd'hui dans ce sujet ESSEC Ah ben, 2024? bon, très rapidement, donc on peut dire que il y avait des textes de grands spécialistes du problème des frontières, et notamment, j'y reviens, le document numéro 2 de Fouché, c'est-à-dire des textes qui montraient qu'il y avait une sorte de métastase d'État depuis 1945, et en gros, c'était des documents qui consistaient à montrer que depuis 1945, dès lors que les indépendances coloniales apparaissent, dès lors que l'Empire russe s'effondre avec la perestroïka et avec la plus grande affaire du XXe siècle pour Poutine, qui est donc la fin de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Dès lors qu'on a des revendications nationales qui peuvent encore s'exprimer par des États, ou des problèmes qu'on n'arrive pas à régler sans créer de nouveaux États. Je pense à la scission entre la République tchèque et la République slovaque. Eh bien, dès lors qu'en Afrique, on a besoin de créer le Soudan Sud, c'est le quatrième État d'Afrique en 2011. Il y a une prolifération donc d'États, et les documents étaient une façon de montrer que si État égale frontière, globalisation égale non pas fin des frontières, mais est parallèle à la mise en place de nouvelles frontières. Ajoutons-y les murs qui se créent dans l'ensemble du monde, mur de la honte, ça peut être la frontière américano-mexicaine, mur de Ceuta. Et alors, il y a une chose que je voulais juste dire là ce soir tranquillement, c'est que en 1989, on a la chute du mur de Berlin, mais parallèlement, on a donc la création d'autres murs. Et on a, par exemple, quand le Maroc fait un traité de libre-échange 2010, tout de suite après, on crée le mur de Ceuta. Et quand on défait donc le mur de Berlin, parallèlement, on a d'autres murs qui se créent à l'intérieur des PECO, des pays d'Europe centrale et orientale. Voilà pour les deux premiers documents, ouais, avec bien sûr l'inénarrable Fouché que tous les candidats auront donné. Ensuite, on a un tableau des cartes qui montrent les créations d'États, et on voit bien que de 45 à 90, ça porte essentiellement sur la décolonisation, ça porte essentiellement sur un nouveau paysage post-Seconde Guerre mondiale de l'Europe. Pour, depuis 91, si vous voulez, essentiellement des transformations à l'intérieur de l'Europe. Et c'est finalement à l'intérieur de l'Europe que le problème des frontières se pose de façon aiguë. L'Europe n'est jamais parvenue à définir ses propres frontières. Eh bien, le résultat, c'est qu'on a des contestations ou des créations de frontières multiples depuis 91. Et la guerre russo-ukrainienne, eh bien, la démonstration des problèmes de frontières qui se posent, les problèmes de la République du Dniestre en Moldavie, problèmes de frontières également, et je dirais même qu'en Méditerranée, conflit gréco-turc, problème de frontières maritimes, parce qu'il n'y a pas que les frontières territoriales, il y a aussi les frontières maritimes qui sont à définir. Hyper clair, Alain. Vas-y, on te laisse poursuivre. Le dernier tableau, alors lui n'apportait pas grand-chose, je tiens à le dire, parce que tant du point de vue des revenus que du point de vue des parts du PIB, ça n'apportait pas grand-chose à la question. La seule chose, c'est qu'on avait une chronologie, et cette chronologie, elle permettait une fois de plus de montrer que, alors que grossièrement, on devait avoir 51 États dans le monde en 1945, eh bien aujourd'hui, on en a 193, avec une question ouverte pour les candidats. Est-ce qu'il y a de nouveaux États qui peuvent éventuellement naître? Eh bien, le dernier qui est né, c'est le Soudan Sud en 2011, 54e État africain. Ça laisse la porte ouverte à de nouveaux États qui peuvent être créés et reconnus. Je pense au Somaliland, par exemple. Et pourquoi ce qui s'est passé à Timor ne se passerait pas dans la Corne d'Afrique? Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de nouveaux États qui puissent avoir une masse critique suffisante. Regardons le Kurdistan,
regardons, qui a une langue, un drapeau, et qui n'est pas un État, alors qu'au traité de Sèvres, c'était un État. Ok. Voilà. Donc, c'est des documents dont je dirais en une phrase qui ciblaient essentiellement les frontières du point de vue politique. Et en ce sens, il fallait pas trop quand même déborder sur la mondialisation culturelle, la mondialisation des esprits. Je pense que c'est un sujet qui, justement, est dès le départ défini par le mot globalisation. Alors le paradoxe, c'est que normalement, je le dis vraiment aux candidats qui doivent le savoir, c'est un mot qui ne concerne que l'économique, que le numérique. C'est un des deux mots de définissant la mondialisation en anglais. C'est le seul mot, définissant la mondialisation en anglais. Alors que nous avons en France deux mots, mondialisation et globalisation. Et quand on parle de globalisation, c'est surtout économique, c'est surtout numérique. Or là, le concepteur du sujet l'a conçu, si on voit les documents, uniquement par rapport à la création des États et par rapport à la mise en forme d'une géopolitique des nationalismes dans le monde. Et finalement, là, ici, la partie donc temporelle qui est affichée dans le sujet depuis 1990, finalement, c'est je dirais, un cadre temporel qui est relativement court, seulement trois décennies. Est-ce qu'il y avait un piège à éviter justement par rapport à ce terme, enfin cette temporalité depuis 1990? Qu'est-ce qu'il fallait éviter comme erreur ici, Alain notamment? Alors, je pense que la bande de 1990 était destinée à focaliser les élèves quand même sur la création des États parallèlement à la globalisation et la création et le renforcement des frontières parallèlement à la globalisation. Et il y a tout un exercice de style dans la dissertation à conduire qui consiste à montrer, par exemple, que si la globalisation, elle pousse à des migrations, migration égale peur. Peur égale frontières et murs qu'on va ériger. Si la globalisation égale diffusion de l'information, uniformisation, il y a, dirait Badi, des tribalismes qui veulent s'exprimer, des nationalismes qui sont aux aguets, et ça veut dire frontières, et ça implique, je dirais même des frontières. Ça veut dire que si il y a des revendications de matières premières, eh bien le problème des frontières devient très important. D'où le fait que, par exemple, on fait des frontières dans les zones économiques exclusives, en mer, d'où le fait que des pays réclament les territoires en fonction des frontières. D'où le fait aussi que si la globalisation, c'est on va tous vers un futur commun, sympathique, nous sommes tous libéraux et frères, eh bien il y aura toujours des historiens qui essayeront de montrer que les histoires ont segmenté un certain nombre de territoires. Et il y en a qui jouent avec ça, Poutine d'ailleurs joue avec ça, et réécrit l'histoire où le mot frontière est une réponse à la globalisation. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre russo-ukrainienne sur le Donbass notamment, ou sur le rappel en 2014 de la Crimée. Donc je crois que le but, c'était de montrer qu'au moment où on est dans l'hypermondialisation, l'hyperglobalisation, il y a toujours la place, malgré tout, à une prolifération des frontières, ne serait-ce que par la prolifération des États. Et justement ici, pareil, donc là on va faire et on va répondre aussi aux questions qui nous sont posées par les étudiants, que ce soit sur Instagram, YouTube également. Il y a cette notion donc paradoxe qu'il faut prendre en compte et finalement ici un axe de problématique, c'est pas se dire là ces dernières années la globalisation s'est intensifiée, mais paradoxalement à ça, les pays en fait se referment aussi. Enfin, on va finalement vers enfin non pas vers une multiplication, mais vers une division, je dirais, des frontières, une scission qui peut y avoir. Et on le voit justement avec des pays qui se referment de plus en plus sur eux-mêmes et aussi la montée notamment, que ce soit en Europe ou même dans les pays latino-américains ces dernières années, de l'extrême droite qui se veut beaucoup plus conservateur, beaucoup plus protectionniste. Et finalement, ne pas traiter directement à première vue ce paradoxe comme finalement l'avènement un petit peu de ce phénomène-là. Alain, t'en penses quoi? Je pense que c'est justement le cœur même du sujet.
si j'étais candidat, j'aurais tout de suite mis une appréciation très positive au devoir, dans la mesure où là, tu as bien ciblé la problématique du sujet. La problématique du sujet, c'est donc, avec ce point d'interrogation à paradoxe, que si le mot paradoxe veut dire deux termes qui s'opposent, en réalité, il fallait montrer que les deux termes ne s'opposent pas nécessairement. Et que finalement, qu'il y ait une intensification de la mondialisation ou qu'il y ait une diminution de la mondialisation, sans aller jusqu'à parler de démondialisation, il y a des économistes qui parlent de globalisation, c'est-à-dire une mondialisation qui est beaucoup plus lente. Bien sûr. Si on va vers une mondialisation entre camarades, une mondialisation basée sur le friendship entre les différents États, eh bien on va vers des camps qui se créent et on va vers des frontières qui se créent. Donc finalement, ce n'est pas parce que le commerce mondial progresse ou que le commerce mondial se tasse un peu, comme c'était le cas dans les 5 dernières années, que le problème des frontières ne demeure pas toucher, je répète, une obsession. Et dans beaucoup de continents, on est en train, comme disait Wole Soyinka, le prix Nobel de littérature nigérian, on est en train de ressortir les équerres, c'est-à-dire de ressortir de quoi tracer des frontières. Et je pense que l'intérêt du sujet était de montrer que paradoxe, il n'y a pas de question à se poser et qu'il y a cohabitation entre ces deux idées qui paraissent oxymoriques presque, mais en réalité, globalisation n'exclut pas frontières. Ça l'excluait à l'époque antique de la mondialisation, à l'époque des utopies, c'est-à-dire quand on avait des Friedman qui parlaient du monde plat et quand on avait O'Brien qui parlait de la fin de la géographie, quand on avait Badi qui parlait de la fin des territoires. Mais là, on tourne la page, on est au XXIe siècle, on est dans ce qu'on appelle le raidissement du monde, et il y a un ouvrage de Stéphane Rosière qui s'appelle Frontières de fer. La première ligne, c'est « Quand le monde se raidit, il se barre de frontières ». Et on est au cœur du problème. Eh ben, très clair. On va répondre à une petite question qui nous est posée en direct de Mapsu qui nous demande est-ce grave si j'ai compris globalisation comme l'action de globaliser, réunir un tout des éléments divers et les présenter d'une manière globale? J'ai toutefois soulevé le paradoxe de frontières. Alors, moi, je pense que il faut pas trop s'attarder sur le mot globalisation. Je renvoie les candidats qui seraient inquiets pour leur définition de globalisation à un article de Cynthia Gorin dans un très bon site qui est animé par un ancien président du jury d'HEC, Laurent Carouet, grand géographe et spécialiste de la mondialisation. Et elle écrit des lignes et des lignes sur la distinction entre mondialisation et globalisation. Mais au niveau de la dissertation, je pense qu'il n'y avait pas à rentrer trop dans le distinguo. Parce que finalement, où on rentre dans un véritable distinguo économique et culturel, la mondialisation c'est culturel, c'est penser le monde comme un tout. La globalisation, c'est montrer que le capitalisme a un rayonnement et des interconnexions qui font que les villes, elle insiste beaucoup là-dessus, et des parties du monde sont entièrement reliées. Je crois que le sujet n'était pas là. Moi, un candidat qui ferait un peu le mix entre mondialisation et globalisation, je lui en veux pas, parce qu'en plus, pour les Anglais, il y a un seul terme, globalization. Et quand on voit le pape de la démondialisation, Walden Bellow, son bouquin s'appelle The Deglobalization. Donc, il n'a pas dit démondialisation, c'est déglobalisation. Donc, il ne faut pas que le candidat soit très soucieux là-dessus. Par contre, le paradoxe, oui, expliquer, est-ce que oui ou non il y a paradoxe, est-ce qu'il demeure oui ou non. Ok. Ça, c'est important. Très très clair pour ça Alain, merci beaucoup. Et justement, toi, donc on a évoqué un petit peu l'aspect problématique. Comment tu aurais orienté, je dirais, sans bien évidemment en donnant une proposition dans l'idée d'un plan qui pourrait être intéressant. Comment tu aurais traité ce sujet dans les grandes lignes et si on doit faire 2 ou 3 parties, comment tu les aurais amenées? Alors, moi, j'aurais fait une première partie sur la globalisation, naturellement, dévalue les frontières
Et j'aurais utilisé des termes qui ne soient pas trop marqués. C'est-à-dire dévalue, diminue le rôle des frontières, dévalorise, c'est le mieux quand même, hein, je pense, là-dedans. Et j'aurais vu à ce moment-là que c'était mu par des utopies. J'ai cité jusqu'au village global de McLuhan. C'est mu par des facteurs économiques. Les NTIC, elles abolissent les frontières. Les flux commerciaux peuvent abolir des frontières. La division internationale du processus productif peut abolir des frontières. Et j'aurais donné des exemples pour montrer que on arrive à ce lieu commun qui est que globalisation égale fin, entre guillemets, des frontières. Mais dans un deuxième temps, plutôt que de faire un plan par paradoxe et de dire, mais attendez, il n'y a pas de fin des frontières, j'aurais dit, mais la globalisation peut en elle-même inclure un certain nombre de processus de dévalorisation, voilà un terme qu'on pouvait utiliser aussi, de dévalorisation des frontières. Et on pouvait voir que les excès de la globalisation pouvaient conduire naturellement à rehausser les frontières par rapport aux migrations, rehausser les frontières par rapport à la liberté de l'information. Regardons le cloisonnement que les Chinois ont par rapport à Internet et par rapport à l'information. Ça conduisait naturellement donc à réviser très systématiquement aussi le rôle des frontières naturelles, ériger des murs, etc. Et dans un troisième temps, j'aurais essayé de réfléchir sur mais jusqu'où peut-on aller actuellement dans cette montée des frontières. Alors jusqu'où on peut aller dans cette montée des frontières, c'est qu'on arrive maintenant à un moment où il faut prendre en compte des revendications nationales et il faut savoir si on doit les porter. Je pense par exemple à des États comme le Kurdistan, doivent-ils exister? Des États comme le Somaliland, doivent-ils exister? Quelle légitimité peuvent-ils avoir? Doit-on élargir la notion de frontière à d'autres espaces? C'est le cas de frontières spatiales. C'est le cas, est-ce qu'il va falloir partager pour des frontières la Lune? Est-ce qu'il va falloir partager les zones économiques exclusives? Est-ce qu'on doit aller vers une démondialisation qui soit une crispation supplémentaire amenant à des frontières? Auquel cas on pouvait critiquer l'évolution vers la démondialisation, mais on pouvait montrer quand même qu'il y avait des frontières protectionnistes qui étaient dressées, qu'il y avait des unions régionales qui étaient crispées à cause de cela. Et puis, est-ce que la mondialisation évolue pas, malgré tout, aussi vers des sortes de frontières, dès lors qu'on va vers le Frenchoring, comme on dit, dès lors qu'on va vers une mondialisation entre amis, quoi, et un dérisking dans la mondialisation, de façon à être sûr de ses partenaires. Très clair. Avec pour conclusion le fait que c'est un sujet qui est très daté, c'est-à-dire que c'est un sujet qui date d'après 90 et qu'il est évident qu'après 90, où on passe l'euphorie de l'hypermondialisation, on est obligé de se poser la question des fondements même de ce qu'est la géopolitique, c'est-à-dire les souverainetés nationales, le rapport de force et donc la mise en place de frontières. C'est très clair. On a justement une question d'un étudiant qui nous dit qu'il a compris le sujet comme si c'est la multiplication des frontières qui en fait se globalisait et non pas du coup la globalisation au sens économique du terme. Est-ce que ça peut être considéré comme hors sujet ou est-ce que c'est une mauvaise définition des termes si derrière après on arrive à se rattraper? Disons qu'à ce moment-là, il donne une définition de globalisation qui est assez minimaliste, c'est-à-dire qu'il se multiplie, quoi. Et le candidat a voulu montrer que il y avait une multiplication des frontières à l'échelle du monde. Mais je crois que ce qui était le plus important, c'est de montrer est-ce que la globalisation, en termes de flux, de capitaux, d'échanges, etc., peut pousser à créer des frontières, et est-ce qu'il n'y a que la création des États nouveaux depuis 90 et depuis la fin de la guerre froide et depuis la fin de l'URSS,
qui peut conduire à la création de frontières. En réalité, il y a beaucoup d'autres processus qui conduisent à ériger les frontières. Au top. On a une question d'un étudiant qui me demanderait quelle accroche. C'est vrai que je la pose souvent, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas posé cette fois-ci, j'ai du mal. Une accroche, Alain, qui toi t'aurait inspiré, que t'aurais bien aimé avoir, que t'aurais bien aimé mettre si t'étais à la place des candidats. Euh, L'accroche, c'est finalement les données par les chiffres de l'ONU, c'est-à-dire une accroche disant que à l'ONU, on est en train aujourd'hui d'évoquer le problème de la création d'un État palestinien. Il y a un très grand débat sur avoir deux entités donc au Moyen-Orient. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir apparaître des revendications pour voir émerger un certain nombre d'États. Voilà, j'ai parlé du Kurdistan qui est à cheval sur l'Iran, sur la Syrie, sur l'Irak, etc. Et le paradoxe, c'est que au moment où on discute cette apparition des frontières, on est en train de parler d'un phénomène de globalisation qui s'estompe. La globalisation, au départ, étant conçue uniquement comme étant un facteur de destruction, de dévalorisation des frontières. Et là, j'aurais cité 2-3 chiffres sur le commerce international ou sur les flux qui n'ont pas fortement baissé, mais qui restent quand même au rythme d'une certaine mondialisation. Il y a un contraste donc, un paradoxe entre business as usual et cette intensification du commerce et ces liens au niveau des investissements directs étrangers, et d'un autre côté, la montée en puissance de revendications de création de frontières étatiques. De ce paradoxe, laisser une question, est-ce qu'il y a une logique qui conduit les deux phénomènes à s'interpénétrer, ou est-ce qu'il y a vraiment une bizarrerie que le candidat s'empresserait de dénoncer? Ok, hyper, Et hyper puis clair pour peut-être toi. même à la simultanéité, comme je l'ai indiqué, de frontières à Ceuta, quand en même temps on crée un traité de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne. Cette simultanéité interpelle. Et ce qui est vrai pour le coup, en plus, c'est un vrai fait d'actualité. Alain, dernier mot pour les candidats en vue de la préparation à la dernière épreuve de JOPO, la JOPO SCP, qui est la plus importante dans le sens où c'est celle qui regroupe le plus d'écoles, à l'instar de trois écoles du top 5, le SCP, EM Lyon et HEC. Un conseil, Alain, à J-2, à 48 heures de cette épreuve de SCP en JOPO. Espérer qu'on ne tombe pas encore une nouvelle fois sur un sujet sur la mondialisation, parce que finalement, il y a une chose qu'on peut quand même dire, c'est qu'il n'y a pas de concertation, et c'est regrettable entre les jurys, et que quand on débouche sur un sujet, sur la démondialisation, un sujet sur les frontières, on tourne autour des mêmes phénomènes. Or, le programme est quand même suffisamment vaste pour pouvoir piocher dans tout ce qui a suscité tant de travail, tant d'heures de sueur de la part des candidats. Je pense que pour demain, il faut croiser les doigts pour qu'on puisse avoir un sujet régional, par exemple. Hein, comme il y a eu par exemple avec l'école sur l'Afrique, on peut espérer qu'on tombe un peu dans des sujets régionaux. Il y a encore des pays, des ensembles régionaux à mettre en exergue au niveau des concours. Parce que là, on tombe quand même sur des sujets des frontières, 3 sujets des frontières depuis 2019. C'est beaucoup. C'est vrai, et tu fais bien de le souligner. Donc, à voir ce que la conception ESCP nous concocte. Union européenne et espace méditerranéen du côté de GEM. Pour rappel, globalisation et multiplication des frontières depuis 1990 du côté de l'ESSEC. ECRICOM, on avait eu un sujet portant sur l'Afrique et sur la démondialisation. Vas-y, Alain. Dernier conseil quand même, bien voir les mots, parce que souvent, le concepteur bâtit tout sur un mot. Et je pense que là, le mot paradoxe était important. Et je pense que à Grenoble, le mot place de Quelle l'Union, place? de Ouais. l'Union européenne dans l'espace méditerranéen peut provoquer beaucoup de divagation parce que les candidats
sont contactés des relations entre l'Europe et le monde méditerranéen. En réalité, la place de l'Europe dans le monde méditerranéen, c'est vu sous l'angle des pays méditerranéens, la façon dont ils regardent l'Europe. C'est pas évident. Donc quand on a un sujet comme ça, il faut faire très attention à la lecture du sujet. C'est parfait. Bah, merci beaucoup Alain pour cette première participation, très belle participation Oui, au sein du live de Mister Prépa. technologiquement, technologiquement, c'était un peu là en technologie. Je m'excuse, hein, mais je vais monter en puissance si tenter que ce soit utile. Et ben Voilà. c'est parfait. Ben, mille Et je merci souhaite Alain. bonne chance à tous les candidats et à l'équipe de Mister Prépa. Je m'excuse auprès de mes camarades qui me suivent. Et il y a eu un délai lié au technological gap. Voilà. Ben, c'est parfait. Bon Bon, courage. on termine sur ça. Mille merci Alain.